Bonjour à tous. Oui, je pense que vous m'entendez. Bonjour à tous et bienvenue donc, pour la première présentation de cet Emerging Trend, qui est un format, une revue, un état des lieux des relations entre le véhicule autonome et les infrastructures. C'est souvent un angle qui est un peu délaissé lorsqu'on parle de véhicule autonome, qui est évidemment au centre de toutes les attentions aujourd'hui, que celui des infrastructures. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de capteurs, on parle beaucoup lidar, etc. Mais assez peu finalement de la relation de ce véhicule autonome qu'on annonce pour les 5-10 prochaines années et son environnement et ce que notamment l'environnement peut faire pour l'accueillir, en sécuriser et en accélérer le déploiement. Avant de céder la parole à Nathalie Martin-Sorvillo, qui est en charge des programmes innovants chez Léonard, et Julien Villalongue, qui est lui en charge de la prospective, je vais vous dire un tout petit mot de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Alors, pour ma part, je m'appelle Mathieu Lerondeau, je suis en charge de la communication et des communautés ainsi que de la veille chez Léonard. Léonard, c'est l'initiative du groupe Vinci. Le groupe Vinci qui a monté tout récemment cette série de programmes et bientôt un lieu qui a vocation à vous accueillir ou à accueillir toutes les personnes s'intéressant justement aux thématiques sur lesquelles on se propose de travailler. Un programme, des programmes et un lieu pour finalement relever les défis du groupe Vinci, de ses différents métiers, et ils sont nombreux, donc à l'horizon de 5 à 10 ans. Le groupe Vinci, vous le savez sûrement, ou un réseau d'entreprises qui intervient donc dans la construction en particulier dans la construction d'infrastructures, mais aussi dans le simple fait dans leur exploitation de ces infrastructures, qu'elles soient aéroports, routes naturellement, autoroutes, etc. Et on y reviendra dans leur relation à notre véhicule autonome. Cette ambition donc, de relever des défis à 5 à 10 ans, elle s'exprime simplement parce que le groupe conclut qu'à la croisée finalement des révolutions, on pourrait dire, climatiques, énergétiques et numériques, il est temps d'aller interroger des communautés, la variété des métiers à l'intérieur du groupe et les écosystèmes qui l'entourent. Je vais vous montrer une très brève vidéo qui dit un mot du projet et je vais revenir un tout petit peu plus dans le détail dans un instant. Mais qu'est-ce que Léonard ? Léonard, c'est une ambition collective portée par Vinci. L'ambition d'inventer les services, les équipements et les infrastructures de demain. Léonard détecte les nouveaux usages qui façonnent la ville et transforment les métiers de Vinci. Léonard provoque des rencontres qui croisent les expériences et les expertises. Léonard accélère les projets de nouveaux business portés par des startups et par des collaborateurs de Vinci. Aujourd'hui, Léonard, c'est le début d'une aventure ouverte à tous les entrepreneurs et à tous les esprits créatifs. La révolution numérique transforme nos marchés. Nouveaux territoires, nouveaux usages, nouvelles techniques. Le champ des possibles est ouvert et il est quasiment infini. De nouveaux modes de transport émergent, connectés, autonomes, partagés. Quel sera le rôle des infrastructures dans les nouvelles mobilités ? Le changement climatique impose de concevoir des ouvrages plus résilients. Comment pouvons-nous y contribuer ? Une nouvelle génération arrive, et avec elle, de nouvelles formes de travail se développent dans l'entreprise, moins verticales, plus nomades. Comment notre management doit-il s'y adapter ? Nos chantiers sont de plus en plus digitalisés. De nouveaux acteurs, issus du numérique, apparaissent dans nos métiers. Comment travailler avec eux et gagner de nouvelles positions sur la chaîne de valeur ? Léonard veut répondre à ces questions en permettant à vos idées de trouver leur chemin. Vous qui êtes curieux d'explorer le futur de nos métiers ? Vous qui souhaitez réfléchir et partager une expérience inédite ? Vous qui nourrissez une idée, un projet qui peut transformer les infrastructures de demain ? Entrez chez Léonard. C'est ouvert. Voilà, alors donc vous, à qui s'adresse cette vidéo, j'espère que vous êtes reconnus. En un mot, et pour le dire un peu moins bien que cette vidéo ne synthétise, Léonard, ce sont des programmes de veille donc, qui vont nous projeter et nous rendre attentifs aux opportunités et aux problèmes finalement et aux défis qui se posent aux différents métiers donc, de ce groupe. De la veille qui va s'exprimer à l'interne pour acculturer les différents métiers de Vinci
à ces transitions en cours, mais aussi vers l'extérieur, vers nos communautés, nos écosystèmes et nos clients ou donneurs d'ordre pour eux-mêmes les aider à faire un pas vers ces problématiques. Deuxième spécialité, c'est celle de la prospective. Donc, c'est un certain nombre de groupes de travail qui rassemblent l'ensemble des métiers du groupe et qui vont nous projeter justement vers les solutions à adopter dans première saison, donc sur les problématiques justement de mobilité autonome, de résilience d'infrastructures, d'avenir du travail ou encore de digitalisation de la construction. Pour certains d'entre vous ont certainement entendu parler du BIM. Et enfin, c'est aussi des programmes d'incubation et d'accélération. Le premier a été lancé tout récemment. Il s'adresse dans un premier temps à l'interne exclusivement. C'est donc un programme d'intrapreneuriat et il a vocation à détecter puis à incuber et accélérer un certain nombre de projets nés dans le groupe aujourd'hui et nés dans des startups demain. Pour finir, un dernier mot donc de Léonard, c'est aussi un lieu, je l'ai dit tout à l'heure, à venir. Ce sera un tiers-lieu ouvert de 1200 mètres carrés en principe qui devrait ouvrir donc, à la fin de l'automne, fin octobre, début novembre, et qui a vocation justement à être un lieu ouvert, dédié, un laboratoire finalement, dédié à l'avenir de la ville et des infrastructures, au sein duquel on espère vous revoir nombreux. Voilà, je vais te passer la parole, Julien, pour la suite de la présentation. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, Julien Villalangue, comme le disait Mathieu, je m'occupe des ateliers prospectives. Juste un point d'introduction. Pourquoi nous vous présentons aujourd'hui cette cristallisation d'un certain nombre de signaux faibles sur le véhicule autonome et sur l'infrastructure? Parce que nous avons la conviction que le sujet du déploiement de la mobilité autonome et connectée est vraiment un sujet qui va rassembler un certain nombre d'industries. Le point focal était surtout sur les équipements et les véhicules jusqu'à présent. Nous avons la conviction que l'infrastructure est de nature à accompagner, voire à accélérer, en tout cas du moins à sécuriser le développement de cette mobilité autonome et connectée. Je suppose que dans la salle, beaucoup d'entre vous sont assez familiers de ce concept de mobilité autonome et connectée. En guise d'introduction, en guise un petit peu d'entrée, je vais rapidement présenter comment nous avons défini la mobilité autonome et connectée et qu'est-ce qu'elle recouvre à notre sens, pour après, dans deuxième temps, avec Nathalie, revenir bloc par bloc sur les impacts et les interactions entre cette mobilité autonome et connectée, les objets qui font cette mobilité autonome et connectée, les voitures, les poids lourds, et l'infrastructure sur laquelle Vinci se positionne. Qu'est-ce qu'on entend par véhicule autonome et connecté? On l'a défini par 4 blocs, par la convergence de 4 briques technologiques. Une brique de capteur, on y reviendra un peu plus tard. Une connexion qui permette de transférer les données produites par ces capteurs. Un cloud qui permette de stocker ces données. Et en dernier lieu, un système d'exploitation pouvant découler sur une intelligence artificielle ayant vocation à traiter l'ensemble de ces données et à assurer la mobilité, en tout cas le déplacement d'un robot dans le véhicule. Ces 4 briques, on le verra, sont assez structurantes par rapport à la relation entre les objets, véhicules autonomes, et l'infrastructure. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En réalité, ce véhicule connecté, il est déjà parmi nous. Il est déjà parmi nous, par l'intermédiaire, notamment, je vois que monsieur prend des photos, de ce qu'il a entre ses mains dans smartphone, et qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit votre voiture et quelle que soit son ancienneté, vous en faites rapidement un véhicule connecté. Et c'est, on va dire, ce constat, en tout cas l'expression de ce constat, qui a convaincu le groupe à se positionner. Beaucoup nous disent... Oui, mais le véhicule autonome, on ne sait pas à quelle échéance ce véhicule va arriver, s'il va arriver dans 5, 10 ans, 15 ans. La réalité, c'est que la connectivité du véhicule, que ce soit une connectivité embarquée ou que ce soit une connectivité importée par l'intermédiaire d'un smartphone,
a des conséquences assez majeures sur l'écosystème de la mobilité. Et on en voit d'ores et déjà les impacts. Vous connaissez tous ces marques qui font du partage de véhicules, du transport à la demande, du covoiturage. Elles ont d'ores et déjà des impacts assez majeurs sur votre pratique de la mobilité, mais ce qu'on peut-être on perçoit moins également sur les infrastructures en tant que telles. Vous prenez un acteur comme Blablacar, il fait du covoiturage. Si vous avez l'occasion de vous déplacer sur le réseau autoroutier, vous avez pu voir au cours des dernières années germer ici ou là des parkings de covoiturage qui sont de nature justement à favoriser cette mobilité. D'aucuns nous disaient oui, mais la mobilité autonome et le covoiturage, chez Vinci. Vous savez, on a un certain nombre de réseaux autoroutiers, on est très regardant de ce qui se passe en termes de trafic sur ces infrastructures, et on nous disait oui, mais le covoiturage, vous n'allez jamais le favoriser parce que ça peut avoir des impacts négatifs sur votre business. La réalité, c'est qu'il se développe. Donc, on pouvait décider de faire l'autruche ou de l'accompagner. Le point que l'on a décidé de faire, c'est de l'accompagner en se positionnant sur là où nous sommes moteurs, c'est-à-dire l'infrastructure. Et c'est la même conviction qui nourrit le reste sur la mobilité autonome et connectée. Ce que l'on constate également, désolé pour les petites erreurs de mise en page, c'est qu'on a un certain nombre d'impacts de cette mobilité sur d'autres services qui sont liés à la pratique de la mobilité. L'assurance, bien évidemment, avec le Pay as you drive, que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr, mais également l'ensemble de services qui est de nature soit à valoriser l'attention du conducteur qui est dégagé de sa pratique de la mobilité, le eyes off, le mind off, et je suis sûr qu'un certain nombre de producteurs de contenu seront très attentifs à cette disponibilité du conducteur devenu passager, mais également de la valorisation des systèmes, des commerces environnants quand vous vous baladez dans les territoires. Et c'est notamment, par exemple, des services qui sont embarqués par des constructeurs de type Audi. Enfin, un peu tout le monde, tous les constructeurs se positionnent là-dessus. Le cran d'après, c'est la mobilité autonome. C'est dépasser, c'est aller au bout de cette convergence téléphonique, de cette convergence technologique, pour développer un véritable robot qui permette au conducteur de devenir réellement passager, de devenir un voyageur en tant que tel, puisqu'il n'aura plus à toucher la voiture, ni le volant et les pédales. Je ne sais pas si certains sont familiers avec cette catégorie, ce développement, cette roadmap de développement de la mobilité autonome. On caractérise l'autonomie du véhicule par 5 niveaux. S'il y a des constructeurs automobiles dans la salle, ils seront peut-être plus à même de préciser tout ça. Donc on part du niveau 1 qui est l'assistance à la conduite. C'est globalement votre régulateur de vitesse ou votre limitateur de vitesse pour monter avec de l'autonomie partielle avec des régulateurs dynamiques de vitesse et des régulateurs de distance, par exemple sur autoroute, et pour monter petit à petit sur des niveaux d'autonomie complète où sur le niveau 4, on est dans des autonomies élevées, c'est-à-dire que le conducteur peut se détacher totalement du volant, de ses pédales, et faire autre chose dans des environnements et dans des cas d'usage très spécifiques. Par exemple sur autoroute, on va dire, sur autoroute, votre véhicule, il est autonome. Donc vous pouvez faire autre chose. Le jour, quand vous sortirez de l'autoroute, là, il faudra reprendre le volant. Et si vous voulez pas du tout reprendre le volant, c'est l'autonomie complète. Et on vous a mis le prototype, par exemple, de la Google Car qui envisage d'être à ce niveau d'autonomie. La volonté d'un acteur dans les infrastructures, c'est au final de répondre à ces échelons d'autonomie, et c'est de dire quelle est l'infrastructure de niveau 4 qui correspond au niveau 4 de l'autonomie du véhicule. De quoi a besoin le véhicule en niveau 4 s'il discute avec l'infrastructure pour se développer en toute sécurité, pour circuler en toute sécurité. Et c'est ce qu'on se propose de faire ensemble.
je vous ai mis rapidement, pour terminer avec cette introduction sur ce qu'est une voiture autonome. C'est une voiture que l'on a bardée de capteurs, assez classique, une caméra, qui vous permet de définir votre environnement assez facilement, mais qui est portée limitée, qui a des résolutions très faibles, à des distances assez élevées. Et donc c'est pour ça que l'on vient additionner à ces caméras des radars assez classiques qui vous permettent d'avoir une connaissance de votre environnement de proximité assez forte, liée à des lidars qui, eux, fonctionnent dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Donc le lidar, pour ceux qui ne sont pas familiers, le radar, c'est un capteur qui fonctionne sur des ondes radio. Le lidar, c'est la même chose, mais avec des ondes lumineuses. Et bien évidemment, on a une intelligence embarquée qui va traiter toutes ces données. Pourquoi on vous a mis cette représentation ? Ce n'est pas pour aller dans le détail des technologies qui sont embarquées. Mais c'est une question ouverte qu'on souhaite également poser à nos partenaires. L'embarquement de tous ces capteurs sur le véhicule a un impact, c'est celui de faire augmenter assez considérablement le coût. Le coût et le poids, madame dit, du véhicule. Sur le poids, on arrivera peut-être avec des nouveaux matériaux à faire baisser le poids embarqué de ces capteurs. Sur le coût, peut-être des améliorations technologiques permettront aussi de faire baisser le coût d'un véhicule. Mais le véhicule, vous le percevez, c'est un bien grand public sur lequel tout le monde a envie de se positionner, a envie de l'acheter ou envie de l'utiliser en tout cas. Et si le développement, la promesse du véhicule autonome, les promesses du développement du véhicule autonome sont freinées par le coût important de cette technologie, ça peut poser un problème. L'une des options, l'un des scénarios sur lesquels nous regardons, c'est dans quelle mesure une partie de cette intelligence embarquée peut être mutualisée au sein de l'infrastructure. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir une dizaine de lidars pour être sûr vraiment d'avoir tout vu, dans quelle mesure je ne peux pas dire j'en mets moitié moins et j'en embarque sur l'infrastructure, je fais remonter de la donnée, et on le verra tout à l'heure, au véhicule pour permettre justement de baisser le coût unitaire de ce véhicule et assurer une redondance d'ailleurs de l'information. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde ce qui est embarqué dans un véhicule. Je vais peut-être laisser la parole à Nathalie sur les territoires d'expérimentation. Aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a deux gros territoires d'expérimentation pour véhicules autonomes en phase de développement. D'une part, la ville. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un périmètre assez fermé. Et on voit qu'il y a des villes, donc, notamment américaines, qui se positionnent là-dessus. À titre d'exemple, Pittsburgh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a développé, je vois que vous hochez, vous connaissez peut-être Pittsburgh, mais voilà, qui a développé justement une expérimentation avec son maire Bill Peduto sur Uber. Et alors forcément, vous allez me dire, les villes américaines, c'est un petit peu différent de nos villes françaises ou de nos villes européennes parce que c'est perpendiculaire, donc c'est assez simple. On sait quand est-ce qu'il y a un croisement, quand est-ce qu'on peut aller plus loin. Il n'empêche que c'est quand même intéressant d'avoir sur ce genre d'infrastructures justement quadrillées qui se retrouvent aussi dans certaines villes comme Barcelone, sur une partie de Barcelone, d'avoir ce type d'expérimentation. On a bien entendu aussi des opportunités d'expérimentation sur des courtes distances, donc sur tout ce qu'on appelle la livraison au dernier kilomètre, qui sont en phase d'exploration en tout cas. Et puis l'autre grand territoire, c'est ce qu'on appelle le territoire linéaire, c'est-à-dire l'autoroute, où vous pouvez circuler à 130 km ici, mais j'étais à Berlin avec des jeunes ingés la semaine dernière, et eux ils me disaient sur les autoroutes allemandes on peut monter jusqu'à 230. Bon, très bien. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que sur une infrastructure qui est assez, je dirais, maîtrisée, puisque en général, elle est concédée, donc il y a un opérateur qui gère cette infrastructure, ou alors c'est l'État qui gère ces infrastructures, donc il y a une seule personne qui s'en occupe, on peut développer un certain nombre d'expérimentations. Et c'est vrai que nous, chez Vinci, on a notamment
on dirait un pôle Vinci Autoroute qui est en train de travailler sur ce sujet. Alors bien entendu, le véhicule autonome, c'est la voiture personnelle ou individuelle ou partagée, comme le disait Julien tout à l'heure, mais c'est aussi d'autres types de véhicules. Donc bien entendu, ce qu'on appelle les camions, les poids lourds dans le jargon autoroutier. Et aujourd'hui, il y a des expérimentations, notamment chez Otto, E-O-T-O, qui a été d'ailleurs racheté par Uber, sur des véhicules autonomes qui vont jusqu'au niveau 4. Et puis, dans les mines et les carrières, où là, on voit sur les sites, eh bien, le déploiement plutôt de robots qui servent en fait, de voitures robots, quelque part, qui servent en fait à transporter le matériel ou les matériaux. Clairement, je vais être claire sur des chantiers de construction, pour nous, c'est essentiel et on voit déjà des expérimentations. Pour l'instant, c'est des robots suiveurs, c'est-à-dire que je suis sur un chantier, imaginons, j'avance et derrière, je vais avoir mon petit véhicule robot qui va me suivre et qui va porter les 6 kilos de gravats dont je vais avoir besoin pour aller les déposer dans la benne suivante. Donc ça change aussi la façon de travailler, clairement. Et on voit qu'il y a une application très pratique et très pragmatique et très rapide à venir sur ce type de véhicule. Il y a aussi les véhicules qui sont plutôt amenés à proposer du transport à la demande. Donc, est-ce qu'il y a des Lyonnais dans la salle ou des gens qui habitent à Lyon? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la Défense actuellement? Personne. Oh, vous êtes tous des grands Parisiens. Alors, vous avez peut-être fait, avec Easy Miles, vous avez peut-être traversé entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Est-ce que quelqu'un a testé? Ouais, il y en a 2, 3. Et donc, si vous allez à la Défense, vous pouvez aussi tester avec Navia. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore quelqu'un qui est dans le véhicule, mais on voit qu'il y a une vraie appétence, je dirais, de la part des gens qui l'utilisent. Et il y a eu un test aussi fait par Transdev. On les avait vus à Futur en Scène. On avait travaillé avec, en tout cas, on avait discuté avec eux. Et ils avaient fait un test sur ici les Moulineaux. Et avec un très très bon retour en fait de la part des gens qui étaient dans ces véhicules. Et puis les tracteurs et les engins agricoles, c'est sûr que quand on est parisien, on en voit moins, mais en tout cas, voilà, c'est un gros marché en développement et en déploiement dans les années à venir. Alors ça, c'est une slide et je vois Kevin qui est ici et qui fait partie de Faber Novel, qui est responsable des études chez Faber Novel et qui nous a aidés justement pour mener ce travail. Donc merci Kevin. Et qui, en effet, a fait un panorama des industries qui sont aujourd'hui impactées par le véhicule connecté, véhicule autonome. Donc je vais faire un petit sondage dans la salle. J'aimerais savoir qui travaille plutôt chez les constructeurs automobiles. 2, super. Qui travaille en logistique plutôt est-ce qu'il y a des logisticiens? Des gens qui travaillent? Non. Des gens qui travaillent dans les assurances? Non plus? Bon. Et dans l'énergie un petit peu? Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on voit que c'est les télécoms, parce que forcément, s'il n'y a pas la bonne connexion, ça ne sert à rien d'avoir des véhicules autonomes, et on le voit bien, vous pourrez peut-être en parler tout à l'heure, je vous invite à le faire. Et puis, bien entendu, la santé, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un sujet d'accidentologie sur lequel tu reviendras tout à l'heure. Alors, nous, quand on a vu ça, on a dit, c'est bien, il manque quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui il manque, en tout cas, nous, ça nous a fortement impacté. Alors, vous dites la sécurité, la police, d'accord? Est-ce que vous voyez d'autres personnes ou d'autres acteurs? Les juristes, pourquoi pas? Ouais, alors là, on est plutôt dans l'industrie du droit, à ce moment-là, de la réglementation, etc. OK. Qui d'autre? Les infrastructures, tout à fait. En tout cas, voilà, nous, sur les infrastructures, on a dit, c'est quand même marrant. Un véhicule autonome, un véhicule connecté, ça roule sur quoi? Ça roule sur une route. Et on ne les voit pas dans le panorama. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que Julien, il pilote un projet de prospective chez Vinci autour de ce sujet, du rôle des infrastructures. Est-ce qu'il faut qu'il en ait un ou pas?
et comment ça peut se passer. Donc il va vous livrer quelques insights là-dessus. Merci Nathalie. Effectivement, on a essayé de qualifier les impacts de ce développement des véhicules autonomes et connectés sur l'infrastructure. Et on a listé en réalité 5 impacts différents. On va revenir séquentiellement avec Nathalie sur ces différents impacts. Une précision avant d'entrer dans le détail, c'est que chacun de ces impacts correspond à des positionnements métiers d'un acteur comme Vinci, et sur lequel nous sommes en mesure, en tout cas nous le croyons, d'apporter un certain nombre de solutions pour répondre aux enjeux qu'on a représentés. Premier point, c'est sur la signalisation au service des voitures. Un sujet sur les usages et comment les nouveaux usages qui sont issus de la mobilité autonome et connectée vont changer les infrastructures, on verra. On a parlé d'acteurs télécoms. Il y a bien sûr des besoins de nouvelles infrastructures, en tout cas c'est notre conviction, autour de l'énergie et de la connectivité. Un point sur la donnée, et enfin sur la chaîne de valeur, parce qu'il y a aussi une vision, on va dire, des secteurs de la mobilité qui convient d'interroger. Premier point sur la signalisation. Aujourd'hui, quand vous vous baladez en voiture sur une infrastructure, la signalisation elle est faite pour vous. C'est en capacité, normalement, je l'espère, de savoir lire un panneau stop, de savoir lire une ligne blanche, de savoir lire en feu rouge, en feu vert, pour adapter et prendre vos décisions sur votre conduite. Demain, en véhicule autonome, c'est lui qui va prendre les choix. Donc il faut qu'il soit en capacité d'avoir une prise de décision qui soit éclairée de son environnement par rapport à ses déplacements. Et pour nous, la signalisation, cette connaissance, en fait, cette lecture de l'environnement, de l'infrastructure, elle permettra d'assurer des déplacements en toute sécurité dans les différents contextes. Et ce qu'on a perçu, c'est une gradation, en réalité, sur ce sujet par rapport à l'infrastructure. On part d'emblée du changement de paradigme. La signalisation ne s'adresse plus aux véhicules, enfin aux conducteurs, mais aux véhicules. Et puis petit à petit, on prend en compte l'ensemble des possibilités technologiques pour enrichir cette signalisation séquentiellement. Premier élément, et là ce sont des sociétés du groupe Vinci comme Signature qui commencent à se développer, c'est comment on fait en sorte par exemple que toutes les peintures que vous avez, les lignes blanches, soient designées, soient déployées pour être lues facilement par un véhicule, et quelles que soient les conditions de circulation. Donc ça va être par exemple des peintures un peu plus réfléchissantes pour permettre de développer ce genre de choses. Donc globalement, dans cette étape-là, on prend la signalisation telle qu'elle existe et on l'améliore pour que les capteurs embarqués dans le véhicule soient en capacité de lire de façon efficace cette signalisation. Deuxième niveau, et là ce sont des acteurs comme, alors de mémoire c'est une photo de IR, la société de cartographie, c'est de dire la majorité des véhicules aujourd'hui ils ont des GPS embarqués et c'est à peu près ce qui vous donne, on va dire, les trajets. Ne peut-on pas imaginer, et ils l'ont imaginé, donc la réponse est dans la question, de doubler la signalisation par un double totalement virtuel et l'embarquer dans le GPS. Et globalement, les niveaux, enfin tout l'aspect de signalisation a un double virtuel, qui est une surcouche de la cartographie embarquée dans le GPS, qui permet au véhicule, en fonction de sa direction, de sa vitesse et de son déplacement, de capter numériquement sur ces cartographies les informations de signalisation. Donc là, on a enlevé totalement la signalisation. Il en faut quand même un peu pour que les gens qui n'ont pas ce type de GPS puissent la lire. Et puis les GPS ont des précisions un peu différentes, mais c'est une des possibilités. Le troisième et dernier niveau sur lesquels nous travaillons, et il y a plusieurs pôles dans le groupe qui travaillent sur ce sujet,
c'est de dire, poussons la logique jusqu'au bout. La voiture, elle est connectée, elle a une connectivité grâce aux acteurs des télécoms qui est à peu près permanente, de bonne qualité. On va mettre de la connectivité sur l'infrastructure pour permettre de remonter de l'information en direct, de l'information potentiellement dynamique à ces véhicules. Et globalement, un véhicule, il sait où il est, il peut recevoir de l'information sur les vitesses, par exemple, de consignes, les vitesses limites sur les infrastructures, avoir des éléments d'infrastructure contextuelle qui remontent en disant faites attention, il y a des flux de véhicules qui arrivent sur votre droite ou sur votre gauche, et adapter sa stratégie de conduite et ses prises de décision. Ça, ce sont des choses qui sont potentiellement embarquées, inclus dans l'infrastructure. C'est des protocoles qu'on appelle V2I, véhicule vers infrastructure, et qui permettent effectivement de s'affranchir totalement des objets physiques qui sont visibles à l'œil humain pour les remplacer par un certain nombre d'antennes et d'éléments de connectivité. Nathalie, peut-être sur les usages. Alors surtout, si vous voulez réagir au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Hein. Mais sur les usages, eh bien, on voit clairement qu'il y a un sujet de mobilité des biens. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du platooning. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le platooning ? Vous savez plein de choses. Hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais alors vous pouvez expliquer ? Tout à fait. Ouais. Donc, c'est un convoi de voitures qui se suivent tout simplement. La première donne le trajet. Donc les autres suivent. Et c'est avec les poids lourds, surtout, essentiellement. Et pas que, ouais. Et donc, vous êtes chez qui ? Paul Stéphanie d'Optics Valley. Optics Valley. Ok, très bien. Et donc, sur ce platooning, ça vient en fait, quelque part, réinventer, réorganiser les systèmes de logistique et de logistique urbaine dans les années à venir. Forcément, c'est aussi un sujet autour de l'espace routier, quelque part libéré des contraintes. On va dire, si on va jusqu'au bout du déploiement du véhicule autonome, forcément, véhicule autonome étant quand même lié, on le verra plus tard, aux véhicules électriques, c'est intéressant parce que ça réduit les nuisances sonores. Et ça vient aussi permettre de revaloriser certains espaces à proximité des autoroutes. Nouvelle organisation des routes. Je ne sais pas si certains savent ce que c'est que le HOV, High Occupancy Vehicle. Donc ça, c'est surtout aux États-Unis. Ils ont mis ça en place à Los Angeles, par exemple. Sur une autoroute qu'on appelle la SR 91. Il faut qu'on regarde Los Angeles parce que c'est quand même eux qui ont les JO après Paris. Hein. On vient de l'apprendre ce soir. Sur Los Angeles, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire que si vous avez plus de 2 personnes dans votre voiture, à ce moment-là, vous pouvez prendre la voie dédiée qui est dédiée au covoiturage et ce qui permet aussi de réguler en fait le péage en fonction de combien de passagers vous avez dans votre voiture. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une réorganisation, une réallocation quelque part de l'espace autoroutier, des voies, on va dire. Et donc, que se passera-t-il avec le véhicule autonome ? Quid du véhicule autonome ? Est-ce qu'il aura sa voie dédiée ou pas ? Ça, on verra ça dans quelques années. Et reconversion nécessaire des parkings, vous le savez tous, en ville, il y a un petit changement en cours sur même ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, puisque aujourd'hui, maintenant, quand on construit de nouveaux logements, eh bien, de plus en plus, la demande de la collectivité, c'est de réduire le nombre de places de parking. Alors ça, vous allez me dire, ouais, c'est normal, j'habite à Paris, c'est normal. Mais c'est complètement nouveau, en fait, dans les collectivités, d'avoir cette impulsion qui pousse en fait à développer des services de mobilité partagée dans les différentes villes. Donc clairement, les parkings, il faudra en faire quelque chose d'autre, en tout cas en centre-ville. Voilà sur les nouveaux usages et sur l'énergie, la connectivité. Alors Julien. Alors, le troisième impact qu'on a identifié, c'est sur ces 2 blocs. Pourquoi l'énergie d'abord ? Parce que quand on regarde l'ensemble des expérimentations, très peu, si ce n'est aucune, n'est basée sur un véhicule à énergie thermique. L'ensemble
des expérimentations et des véhicules qui ont vocation à être autonomes et commercialisés sont basés sur des motorisations à énergie électrique. Et les constructeurs automobiles anticipent cela pour une convergence totale entre le véhicule autonome et l'électromobilité. Le véhicule autonome sera un véhicule électrique. Puis le plan climat qui a été présenté il y a quelques jours en France n'est pas là pour démentir cette anticipation des acteurs automobiles. Ça a des impacts assez importants, cette transformation globale du parc automobile. Dire que demain, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des véhicules qui puissent être rechargés assez rapidement, de l'ordre de quelques minutes, dans une station potentiellement en parallèle, potentiellement en même temps, par rapport à ce qui existe dans le réseau d'avitaillement des véhicules, c'est des stations-service. Donc il y a en besoin d'apport énergétique majeur vers ces infrastructures, enfin pour ces véhicules, et c'est en impact sur lequel nous nous positionnons avec deux filiales de Vinci Énergie et Vinci Autoroute, qui développent ce type de développement de l'infrastructure. Deuxième élément d'infrastructure à développer, un véhicule autonome, ça produit une quantité considérable de données. Alors c'est des données que le véhicule ne conserve pas nécessairement, mais qu'il a besoin de dialoguer avec une intelligence déportée dans le cloud. Et donc cela veut dire que le véhicule doit être en capacité d'avoir une connexion, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, et une connexion de haut débit avec des flux de véhicules autonomes. Je pense que certains d'entre vous vont partir en vacances peut-être dans quelques jours, peut-être ce week-end. Si vous partez jeudi soir, vous risquez d'avoir quelques embouteillages si vous prenez la voiture. Et donc, il faudra être en capacité, on va dire, d'avoir des infrastructures de connectivité qui soient en capacité de dialoguer avec l'ensemble de ces véhicules. Je vais mettre une pierre dans notre jardin. Si vous vous baladez avec votre téléphone et des opérateurs télécoms aussi, je les embarque, sur le réseau autoroutier, et que vous faites la cartographie de la couverture, on est loin d'avoir une connectivité, on va dire, en 3G, voire en 2G dans certains endroits, qui permettent d'assurer le dialogue dans le flux de véhicules autonomes. On a un besoin d'infrastructures de couverture qui sera important dans des zones, notamment sur l'autoroute, c'est moins vrai en ville, où parfois on est en plein milieu de la pampa. Donc, la rentabilité d'une antenne relais 5G en plein milieu de la Beauce, on peut s'interroger sur le modèle économique qui est derrière. Sur la donnée d'ailleurs, Nathalie. Ouais, donc sur la donnée, forcément, nouvel acteur. Bon, c'est un peu un nouvel acteur partout, quoi, hein, dans tous vos métiers, je suppose. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations pour utiliser la donnée pour mieux concevoir. Pour mieux concevoir les infrastructures routières qui vont être développées, aménagées, puisque vous savez que y a des modifications fortes avec, par exemple, des couvertures de voies rapides en ville, des passages à de l'autoroute urbaine mais à vitesse réduite. Tout ça, ça change et ça modifie aussi quelque part le plan de circulation d'une ville. Et là, on voulait partager avec vous quelques expériences qu'on a repérées et qui nous semblent intéressantes. Donc, sur la donnée pour mieux concevoir, c'est vrai qu'à Boston, il y a un plan qui s'appelle Go Boston 2030 et qui fait en sorte que le Chief Data Officer qui s'appelle qui travaille avec Waze a mis en place tout un système pour en fait repérer aussi et informer en amont sur les travaux qui ont lieu sur la voirie, et ce qui permet aussi de donner de l'info en push, ce qui est aussi intéressant. Et non seulement d'avoir la remontée, je dirais, de l'automobiliste qui est avec son Waze et qui donne de l'info, mais aussi d'anticiper et de pousser en amont tout ce qui va se passer sur les différentes modifications de circulation.
Il y a aussi, bien entendu, la donnée pour mieux exploiter. Alors ça nous concerne plus en tant qu'exploitant, justement, d'infrastructures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on pousse de plus en plus le croisement de données clés, comme les données météo, bien entendu, avec les données de trafic, parce qu'on sait qu'il y a un énorme impact de la météo sur la mobilité des gens et sur, en fait, leur choix. Le choix de prendre ou pas la voiture. Et vous avez pu le voir les derniers jours, en fonction de la météo, s'il fait beau ou s'il pleut beaucoup. Et même s'il fait très 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 beau, en fait, les gens prennent la voiture parce qu'il y a de la clim. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Voilà, il y a quand même des façons de faire qui sont... Il faut quand même s'adapter et suivre ce que font les uns et les autres, en attendant de changer un peu les comportements. Et puis, la donnée pour mieux maintenir. Alors ça, la donnée pour mieux maintenir, en fait, c'est assez essentiel parce que ça change complètement la façon aussi d'allouer les budgets sur la maintenance des infrastructures. C'est un budget assez conséquent en fait pour les collectivités locales. Et du coup, aujourd'hui, on a certaines applications qui sont embarquées en fait dans votre téléphone mobile et qui permettent de remonter des données via l'accéléromètre. Alors, et la donnée pour mieux maintenir, en fait, c'est dû au fait de cette application permet de remonter ce qu'on appelle les nids de poules, les trous dans la route ou les petites imperfections, et du coup de remonter cette donnée auprès des directions techniques qui vont pouvoir intervenir plus ou moins vite. C'est notre dernier point et après on sera ravis d'échanger avec vous et j'espère qu'il y aura des questions en ce sens. On n'a même plus besoin de la slide. Je vais le faire de mémoire. Premier élément de modification de la chaîne de valeur, c'est ce qu'on constate en réalité dans beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés par le numérique, c'est les effacements progressifs entre les silos sectoriels. Et quand vous voyez que, par exemple, un acteur comme Audi est capable d'embarquer une solution de paiement de parking, on a quitté le monde on va dire, du constructeur automobile pour aller vers celui d'un fournisseur de services. Et ces mouvements dans la chaîne de valeur, ils sont vrais pour tous les acteurs qui se positionnent là-dessus. On l'a vu dans le numérique, on l'a vu dans les télécoms et on va le voir aussi dans la mobilité. Deuxième impact, c'est sur les modèles de tarification. La conviction du groupe Vinci, c'est que la tarification de l'infrastructure peut permettre le développement d'un certain nombre d'investissements, notamment dans les infrastructures, basés sur le paiement par l'usager de l'usage de cette infrastructure. Si je prends un exemple des autoroutes, la tarification autoroutière, on ne peut pas dire qu'elle soit d'une complexité qui permette de faire des choses assez intéressantes. En tout cas, d'optimiser le paiement par chaque usager de son utilisation de l'infrastructure. Vous avez à peu près 5 classes de véhicules, on vous colle une étiquette et on vous dit combien ça coûte. À peu près ça. Vous voyez bien que si demain le véhicule il est totalement connecté, il est enrichi de son usage, pour répondre à des besoins de financement d'infrastructures majeures, on a parlé de l'énergie, on a parlé de la connectivité, on a des besoins qui sont constatés par les opérateurs publics de régénération des infrastructures publiques routières. On peut avoir quelque chose de plus pertinent. Déjà, on peut vous suivre à la trace. Pas forcément une perspective heureuse, mais on peut suivre à la trace un certain nombre de véhicules, savoir combien il y a de personnes dans le véhicule, si un poids lourd il est chargé, pas chargé, combien il pèse exactement, le trajet qu'il a fait, s'il a emprunté l'autoroute, la route secondaire, quel trajet il a fait en ville. Donc ça ouvre des possibilités d'amélioration, d'optimisation de la tarification, et ça peut permettre aux décideurs publics de dire le modèle de tarification tel qu'on l'a imposé aux concessionnaires autoroutiers, on va l'enrichir, on va l'améliorer pour mettre de la tarification sociale, pour faire des packages d'utilisation des infrastructures qui soient valables et sur l'autoroute et dans la ville, que sais-je. On peut faire beaucoup de choses sur ces nouveaux sujets. Et après, un dernier point, et je m'arrêterai là, je pense, c'est le poids croissant du B2B. L'un des scénarios
de la généralisation de véhicules autonomes et connectés, c'est la possibilité de le déployer par flotte et de faire en sorte que ce soit des acteurs corporate qui mettent en place un certain nombre de flottes de véhicules et que le véhicule, au final, n'appartienne plus, vous ne payez plus la propriété, vous payez l'usage du véhicule, on le voit dans beaucoup d'autres secteurs. Et ce modèle-là, il peut imposer des acteurs forts en termes de flux de véhicules, en termes de consommation d'infrastructures importantes, tant et si bien qu'ils auront un rôle, un poids, on va dire, économique dans la relation qu'il peut avoir avec un opérateur, surtout si celui-ci tarifie l'usage de son infrastructure, qui va potentiellement changer les liens dans la chaîne de valeur. Je pense qu'on va s'arrêter là et on sera très heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir ou nous faire part de vos expériences propres dans chacun de vos secteurs d'activité. Je vous remercie.